Je me suis spécialisé très jeune en courtage alternatif privé. Puis ma business vient des brokers. Donc je leur dis, écoute, ne pas la tête, c'est pas ton expertise. Envoie chez moi, ton client va être bien servi, puis tu vas rester ton client. C'est quelque chose qui est peut-être méconnu, mais il faut être accrédité par la SHE pour envoyer nos Comment ça marche, l'accréditation? C'est un processus qui m'a coûté extrêmement cher. Et comment ça fonctionne? Toi, tu te spécialises dans quel secteur dans le commerce? Est-ce que c'est du res? Parce que quand un client t'appelle, tu sais il est où, tu sais c'est quoi son besoin, tu sais le produit qu'il y a, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui est pas bon. Puis tu sais, je pense que tu dois développer un automatisme de dire, OK, ça, ce client-là, ben, ça va être tel ou tel. C'est tellement important de dire à ton client, écoute, tu sais quoi, au lieu de te dire ce que tu vas entendre, je vais te dire la vérité. Imagine connaître les produits des banques traditionnelles, dans le résidentiel, plus le prêt privé, plus le prêt alternatif. Et même chose dans le commercial. À un moment donné, à 24 heures dans une journée, tu ne peux pas tout apprendre. Puis des fois, tu apprends seulement par dossier, par expérience. Chaque fois que tu apprends un dossier, tu apprends à dire, oh shit, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je mets les attentes très claires dès le départ. Le client, ça va être difficile. Si on l'a, ça va être un miracle. Il faut être 100% avec moi. La communication avec tous les intervenants, mettre les cartes sur table au départ. Ce podcast a été sponsorisé par Jaguar Land Rover de Laval, la destination de luxe pour les autos de marque Jaguar Land Rover Range Rover. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, guys. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une personne que j'ai vu aller depuis quelques temps aujourd'hui, peut-être 4-5 ans. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé extrêmement sharp. Juste là, sa manière de se présenter, il est tout le temps habillé comme Harvey Specter, ou même mieux que Harvey Specter. Jonathan Gagnon, c'est un courtier hypothécaire commercial. Il est avec Groupe Orbis, vice-président. Ça fait 18 ans qu'il est dans le courtage. Et on dirait un vampire parce que ça paraît qu'on dirait que tu es dans ta trentaine, Jonathan. Pas par en dedans. Pas par en dedans. Ça fait 18 ans qu'il est dans le courtage, 8 ans en tant que courtier hypothécaire commercial. Dernièrement, il est gestionnaire et il gère environ une vingtaine de personnes dans l'équipe. Au début, quand il a commencé, il voulait simplement process le maximum de deals, de faire le plus d'argent possible. Puis aujourd'hui, son mindset a complètement changé. C'est un pro. Il a joué au hockey, right? Ouais, hockey, un ancien pro hockey. Dans une autre vie, on peut dire. Dans une autre vie. Donc, c'est un joueur d'équipe. J'ai très hâte de parler avec lui. C'est quelqu'un qui inspire. Puis je prends du monde. Dans le stade où je suis, je prends du monde qui sont inspirants, que j'ai envie d'apprendre. Puis étant donné que j'ai fait une transition vers le commercial, le courtage commercial, j'ai juste des oreilles ouvertes aujourd'hui pour apprendre le maximum de trucs. Jonathan, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Yes, donc dis-moi, Jonathan. Regarde, ça fait la première fois que je t'ai vu, il y a comme peut-être 3-4 ans quand j'ai fait le podcast avec Teddy. Tu étais là, tu étais venu me dire allô, puis je te trouvais extrêmement sharp. Est-ce que tu t'habilles toujours bien comme ça? Ou ça a été un... Écoute, je te dirais, j'essaie, mais c'est vraiment mes goûts personnels. C'est pas, je te dirais que j'ai pas toujours été comme ça dans la vie. Ça a commencé probablement dans ma milieu vingtaine que je me suis passionné plus pour les choses sur mesure, les vêtements. Je trouve que, je vais pas dire l'habit fait le moine, mais au hockey, on avait quelque chose qu'on disait, c'est look good, play good, right? C'est juste une question peut-être de confiance. Moi, je me sens bien de cette façon-là. C'est vraiment pas pour attirer l'œil ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'attention à ce niveau-là. C'est vraiment, j'aime ça. Et puis, même, j'encourage les gens, toi aussi, écoute, tu es toujours bien habillé, bien sapé. Donc, je pense que c'est bon, surtout avec ce qu'on a vu avec le COVID, où on faisait des Zooms ou des Teams, puis les gens avaient des jogging ou des shorts avec une chemise en haut. Moi, j'avais hâte de remettre le suit. C'est vraiment, je parle pour moi, mais je veux dire, c'est quelque chose qui me donne la confiance, je me sens bien quand on fait des appels pour le travail. Ça me fait sentir professionnel. Donc. Absolument. Je pense que l'hygiène, comment s'habiller, surtout dans un monde corpo où on travaille avec beaucoup d'argent, on fait affaire avec des gens qui ont un high net worth. Donc, c'est important, je pense, que de bien paraître parce que ces gens-là, ils sont raffinés. C'est des gens qui ont réussi dans la vie. Puis si tu as l'air d'un gars qui prend pas attention à lui, ça commence avec l'attention envers toi-même, je pense. Il y a certains gens que ça dérange aussi, mais on peut pas plaire à tout le monde, right? Ça dérange quoi, de trop bien t'habiller? Oui, je veux dire, j'ai déjà eu des commentaires quand je faisais du résidentiel dans des bureaux de courtier que, écoute, Jonathan, t'es trop bien habillé, les gens aiment pas ça. Ah ouais? Ah, c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais bon. Je pense que il faut juste être qui on est, puis écoute, les choses vont bien aller. Moi, j'ai eu un trauma, en fait. Moi, la raison pourquoi je n'aime pas mal m'habiller, c'est parce que quand j'étais plus jeune, à l'âge de 22-23,
Je suis allé en genre de jogging stylé, que j'ai trouvé ça super stylé, en entrevue chez Multiprêt. On m'a pas pris. Donc, puis là, j'ai dû me forcer, j'ai dû convaincre tout le monde autour pour qu'éventuellement on me prenne parce qu'ils ont, guess what, ils m'ont jugé par mon habit. Et depuis ce jour, j'ai dit, like, jamais de la vie, jamais de la vie, je vais mal m'habiller ou je vais pas penser à bien m'habiller. Ils doivent regretter de t'avoir jugé, justement. On rit aujourd'hui là, de cette situation. Donc aujourd'hui, quand j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes, je dis, guys, tout commence par votre apparence. Les gens, malheureusement, peu importe, peu importe la personne que vous êtes, le cœur que vous avez, la première chose qu'ils vont regarder, c'est votre apparence. Right? Alors, c'est important. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, tu sais quoi? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça parler un peu de ta carrière, puis avant même le courtage. Qu'est-ce que tu faisais? Tu jouais au hockey, puis ça a été comment? Oui, écoute, je suis un ancien athlète professionnel. J'ai joué au hockey toute ma vie, depuis depuis aussi loin que je me rappelle. Donc, le hockey mineur, junior majeur. C'est à quel âge le hockey? Écoute, mes parents disent que j'ai commencé à patiner à 2 ans et demi, mais c'est pas vraiment okay. important. Mais je te dirais, j'ai vraiment... La façon que je vois ça aujourd'hui, ma vie a vraiment été séparée en deux. Il y a eu, le hockey, puis après... Puis aujourd'hui, ça fait quand même un petit peu drôle d'en parler parce que ça fait longtemps, puis je suis carrément un has-been. J'ai eu mon petit moment de gloire, c'était le fun. Donc, comme je disais, j'ai fait mon chemin dans le hockey mineur sur la rive sud de Montréal. Après, écoute, je suis passé de Bantam à junior majeur à Val-d'Or. J'ai été changé quelques fois. J'ai été repêché par les Maple Leafs de Toronto en 98. Je sais pas si t'étais né, mais bon. Non, je t'ai né, ouais. C'est ça. Donc, j'ai eu une carrière pro où j'ai joué dans la Ligue américaine, donc dans les mineurs. Et puis, après ça, je me suis promené dans des ligues, dans des circuits inférieurs. Puis, vers 24-25 ans, j'ai décidé que j'en avais assez. J'avais pas envie d'aller en Europe. Et puis, ma mère, qui est une ancienne directrice de banque pour la Banque nationale, était directrice d'un cabinet de planification financière. Et puis, elle m'avait dit, écoute, dans ce temps-là, c'est un petit peu spécial parce que quand je suis revenu de ma carrière, je suis parti de la maison jeune à 15 ans. Puis quand je suis revenu, mes parents me connaissaient le plus ou moins. C'est parce que t'es là 2-3 mois par année l'été pour t'entraîner, puis après tu repars. Donc, ma mère m'avait lancé un défi parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gêné de nature, même s'il y a des gens qui disent que ça paraît pas. C'est un fait. Et puis, bon, on apprend avec le travail à sortir de notre zone de confort, évidemment. Je pense qu'on en parlait avant de rentrer à l'écran. Alors, maman m'avait lancé un défi. Elle m'a dit, écoute, Jonathan, t'es pas quelqu'un qui va vers les gens, puis je te vois pas dans la vente, puis elle était directrice. Donc, elle dit, fais donc le petit test, là. Puis moi, j'avais fait ça juste par orgueil à l'époque. J'étais allé voir dans le fond, le président du cabinet, puis j'avais rempli une espèce il appelait ça un pap test pour voir tes aptitudes. Puis finalement, j'avais un excellent score. Fait que c'est ça qui m'a amené dans le milieu des finances. Okay. Donc, j'étais allé chercher dans le fond, mon permis de planificateur financier, que je n'ai plus, juste pour être sûr. Puis j'ai commencé à travailler là, avec ma mère et son entreprise. Et puis, ça a duré environ 3 ans parce que, tout simplement, que je ne croyais pas au produit. Puis je veux pas, c'est vraiment pas du bashing que je veux faire, mais c'est important. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de vendre quelque chose si je ne suis pas 100% convaincu. Donc, c'était juste pas pour moi. Et puis, écoute, par la bande, par des gens que je connaissais, mais j'ai été approché pour aller travailler pour la banque TD comme spécialiste hypothécaire. C'est un petit peu drôle parce qu'à l'époque, mon gestionnaire m'avait écrit un courriel plein de fautes d'orthographe parce qu'il était plus anglophone. Puis, tu sais, je savais pas trop dans quoi m'embarquer, mais j'avais quand même un bon réseau. Puis, tout ce que j'avais appris à faire des cold calls, tout ça, quand j'étais allé travailler avec ma mère, parce que dans ce temps-là, c'était l'annuaire. Écoute, puis je me rappelle, honnêtement, je faisais 3-4 appels, puis j'avais de la sueur. Là. C'était pire qu'un match de hockey. C'était vraiment, il n'y avait rien de pire pour moi. Puis, ce que j'ai appris dans cette période-là, aujourd'hui, c'est inestimable parce que maintenant, le téléphone, je veux dire, c'est un outil que, tu le sais, it's the name of the game. Il faut répondre, puis il faut être convaincant au téléphone. Oui. Donc, voilà, ça m'a amené vers la banque TD où j'ai resté à peu près 8 ou 9 ans, où j'ai quand même eu beaucoup de succès comme dans le résidentiel. Après, avec BMO, quelques années, pour finalement tout abandonner et puis aller vers le commercial parce que j'étais juste... je me sentais plus à ma place au résidentiel. Parle-moi de ça. C'est peut-être des courtiers hypothécaires qui se demandent, qui sont dans la même position et ont fait du résidentiel pendant quelques années, puis ils se disent, you know what, je veux m'aventurer dans le commercial. Quelles sont les raisons, toi, personnellement, qui t'ont dit,
you know what, je veux faire le saut vers le commercial? Ça a changé beaucoup. Puis écoute, quand j'y repense, c'est le genre de choses que tu dis, tu sais, j'étais complètement fou. Parce que j'avais une super belle business, ça allait très bien. Je parle pour moi, j'étais juste tanné. J'avais besoin de nouveaux défis. J'avais besoin peut-être de me sentir plus que je créais de la valeur dans un dossier client. Que j'étais plus comme une espèce d'advisor, si tu veux. Encore une fois, je parle pour moi, mais c'est comme ça que je me sentais à l'époque. J'avais besoin de nouveaux défis, puis écoute, ça a été excessivement difficile parce que j'avais un certain niveau de vie, un certain revenu. Et puis du jour au lendemain, je pense que ma première année, j'ai carrément fait 10 fois moins d'argent. Puis ça, en anglais, on dit c'est très humbling comme expérience. Donc, c'était pas une transition où tu fais un peu de résidentiel avec un peu de commercial. C'est vraiment complètement du commercial. Moi, je suis allé all-in parce que personnellement, je crois pas que tu peux être excellent dans deux choses. C'est tellement différent maintenant. Quand je faisais du résidentiel, il y avait un amortissement, il y avait un taux. C'était pas mal, le pricing il était pas mal le même across the board. Maintenant, je me risquerais même pas à faire un dossier résidentiel. Il y a tellement, puis tu le sais, il y a tellement de programmes, il y a tellement de différences, il y a tellement de spécificités qui ont un impact sur le taux, les conditions des clients. Tellement de prêteurs aussi. Moi, je pense qu'on doit, un des plus gros, une des choses les plus importantes comme courtier, c'est vraiment connaître tes prêteurs, right? Parce que quand un client t'appelle, tu sais il est où, right? Tu sais c'est quoi son besoin, tu sais le produit qu'il y a, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis tu dois être, je pense que tu dois développer un automatisme de dire, OK, ce client-là, ben, ça va être telle ou telle banque. C'est vrai que c'est difficile dans le courtage commercial, il y a autant de banques qui le font. En fait, toutes les grandes banques font du commercial. Donc, imagine connaître tous les produits des banques traditionnelles dans le résidentiel, plus le prêt privé, plus le prêt alternatif. Puis même chose dans le commercial. À un moment donné, tu as 24 heures dans une journée, tu ne peux pas tout apprendre. Puis des fois, tu apprends seulement par dossier, par expérience. Chaque fois que tu apprends, tu fais un dossier, tu apprends à dire « Oh shit, c'est comme ça qu'on fait. » C'est un bon point parce que si tu te rappelles le cours de courtage, tu t'as sûrement fait à l'OASIC, là, maintenant c'est rendu l'AMF. Tu sais, il y a un petit volet sur le courtage commercial, mais c'est pratiquement rien. Comment calculer des valeurs avec une calculatrice financière, mais ça montre rien. Il n'y a pas vraiment de... Il y a certains cours qui donnent des UFC en ligne, mais je pense vraiment que c'est ce type de métier qu'il faut que tu aies du millage, il faut que tu vois des dossiers, il faut que tu comprennes vraiment les différences parce que les banques sont tellement différentes. Au résidentiel, puis encore là, souvent les clients vont négocier pour 1,05 right, ou 1,10. Puis c'est important pour eux, puis ça, c'est indéniable. Au commercial, souvent, la marge va être beaucoup plus élevée. Donc, c'est pas rare qu'il va y avoir jusqu'à 1% de différence d'une banque à l'autre pour le même projet. Donc, ça, c'est des centaines de milliers de dollars dans les poches des clients des fois. Fait que c'est quelque chose que tu dois avoir un excellent réseau, puis tu dois avoir les connaissances. Puis aussi, ce que j'ai appris dans le commercial, c'est que oui, il peut y avoir un énorme écart entre le taux, mais des fois, pour les clients, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Right? C'est les frais annuels que la banque charge. Peut-être c'est la pénalité, comme dans le résidentiel. Peut-être c'est les garanties. Les garanties. Les garanties personnelles que la banque va demander, dépendamment de la situation du client. Écoute, souvent, le taux reste, et le taux demeure important. Il ne faut pas se leurrer là, quand même. Tu ne peux pas juste dire, écoute, tu vas avoir le taux le plus élevé du marché ou peu importe. C'est sûr que ça dépend du dossier, mais la plupart du temps, je pense que les gens vont privilégier l'effet levier, donc le leverage, le fameux leverage, de mettre le moins de mise de fonds possible ou, dans un cas de refinancement, aller chercher le plus d'équité possible. Et puis, le taux va être secondaire, mais reste quand même très important. Bien sûr. Tu ne veux pas te faire avoir. Le client, il ne veut juste pas se faire avoir, mais il y a beaucoup plus de leverage. Tandis que dans le résidentiel, j'ai l'impression que, OK, il y a la pénalité, mais si le client, il s'en fiche de la pénalité parce que lui, il a l'intention de rester avec sa femme pour toute sa vie, tu peux dire, si jamais vous vous séparez, mais lui, il n'a pas l'intention. Donc, il ne projette même pas cette avenue. Après ça, il y a quoi? Il y a le taux d'intérêt, oui, tu peux magasiner le taux, mais si tu te bats contre le taux, tu perds déjà. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va baisser ses culottes pour te donner le meilleur taux. Après, c'est peut-être si le client veut acheter un plex, un 3 logements, 4 logements, tu as un certain levier que tu peux dire ne va pas avec cette banque, vas-y avec une autre parce que c'est intéressant d'aller vers la deuxième fois, pour la deuxième fois avec cette banque. Bref, mais j'ai l'impression, en fait, je sais que dans le commercial, il y a beaucoup plus de leverage si jamais tu n'es pas compétitif sur le taux d'intérêt. Maintenant, dis-moi, parlons du sujet, le commercial,
Donc, tu as dit que tu voulais amener plus de valeur. Tu sentais que tu n'étais pas nécessairement... Tu n'étais pas assez accompli au niveau du résidentiel. Et ce que je trouve très intéressant dans le courtage, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement d'avenues que tu peux prendre. Donc, tu peux jamais dire, oh, I'm bored in brokerage. Si tu veux apprendre le industriel, mais c'est une autre game. Là, tu te reviens comme un élève, encore une fois, pour reapprendre commercial, résidentiel, alternatif, privé. Il y a plein de choses. Toi, tu te spécialises dans quel secteur dans le commerce? Est-ce que c'est du multi-res? Est-ce que tu parles... Écoute, je me vois un peu comme un généraliste. Et puis, tu sais, j'ai pas peur de le dire, même si j'ai gagné un super prix dernièrement à Toronto, comme on discutait tantôt, je me vois comme un généraliste. Et puis, j'ai vraiment pas peur quand j'ai une équipe de bridge à l'interne chez Orbis, donc ils font du financement de construction. Et puis, je peux faire ce genre de dossier-là. Par contre, j'aime mieux les faire conjointement avec mon équipe parce que le client va être mieux servi. Et puis, je pense que dans certains dossiers, surtout des dossiers de plus grosse ampleur, je pense que 2 cerveaux vaut mieux qu'un. Souvent, ça va rassurer le client aussi, de dire, écoute, si moi, je suis malade ou peu importe si je tombe en voyage, mais écoute, tu as une équipe au complet qui est là pour toi aussi. Fait que vraiment, comme je t'ai dit, j'ai pas peur de dire, écoute, un de ces représentants-là va peut-être être encore plus qualifié que moi pour faire un dossier. Je vais le faire avec lui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça dans l'industrie, puis c'est juste le client qui gagne. Donc, il y a le bridge. Ça, c'est un bon mindset. Même chose. Donc, moi, je me suis spécialisé très jeune dans le courtage alternatif privé. Puis, ma business vient des brokers. Donc, je leur dis, écoute, casse-toi pas la tête. C'est pas ton expertise, c'est pas ta game. Envoie chez moi. Ton client va être bien servi, puis ton client va rester ton client. Dis-moi, il y a le bridge dans le commercial, il y a le multi-res, il y a quoi d'autre? L'industriel, le commercial, le semi-commercial. Donc, écoute, moi j'adore, puis tu sais, comme tu disais tantôt, je fais une transition vers la gestion, mais je veux toujours rester impliqué dans les dossiers parce que, justement, comme gestionnaire, je pense que c'est primordial de rester dans la game. Parce que sinon, quelle valeur tu peux amener? Souvent, des représentants vont nous appeler et dire, écoute, t'enverras tel dossier. Ou, moi, je me dois d'avoir la réponse. Ça fait du sens, right? Mais vraiment, j'adore les détails. Ce que je trouve le fun au commercial, c'est que la game est un petit peu plus lente. Tu peux ralentir, poser des questions, vraiment aller au fond des choses. Contrôler tous les intervenants, que ce soit l'évaluateur, que ce soit l'étude environnementale, que ce soit un ingénieur avec le programme APH Select en efficacité énergétique ou quoi que ce soit. Donc, c'est le fun parce qu'il y a une équipe qui est entourée. Puis vraiment, je pense que quand tu es dans un climat de confiance puis tu contrôles cet environnement-là, ben, le client gagne au bout de la ligne. Autant avec l'assureur. Donc, dans le résidentiel, c'est la banque qui envoie l'assureur. Dans le commercial multi-res, tu as le contrôle aussi avec l'assureur. Tu peux directement communiquer avec l'assureur. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui est peut-être méconnu, mais il faut être accrédité par la SHL pour envoyer nos propres dossiers. Comment ça marche, l'accréditation? Écoute, c'est un processus, moi, à l'époque, c'est un processus qui m'a coûté extrêmement cher. Puis comment ça fonctionne, c'est un petit peu rudimentaire, mais tu dois passer par quelqu'un qui a déjà son accréditation. Okay. Puis ça, ben, c'est sûr que comme courtier, quand tu commences, tu t'en vantes pas à ton client ou quoi que ce soit. Mais bref, tu montes le dossier au complet, tu fais tout le travail. Tu envoies ça à un courtier qui a son accréditation. Lui, il paye sur Forward. Puis il y a la moitié de ta paye, pretty much. Wow. Fait qu'il faut faire ça jusqu'à temps que tu bâtisses une espèce de track record avec la SHL où ton nom soit connu. Et puis après ça, tu es correct pour mettre tes dossiers. Mais ça reste que c'est un travail qui est toujours, puis surtout quand tu as des représentants qui utilisent un petit peu ton accréditation, tu dois faire un travail de qualité. La SHL est de plus en plus sévère. Et puis, on ne peut pas juste monter un dossier n'importe comment. On doit vraiment monter un dossier de façon... Tu dois te démontrer que tu connais ton dossier, tu connais ton client, tu connais la propriété. Mettons que tu reviens en arrière avec toutes les connaissances que tu as, puis tu dois repasser par ce même permis. Tu aurais fait quoi autrement pour aller chercher la même accréditation? Écoute, c'est une bonne question, mais j'ai pas d'autre réponse à te donner. Tu as de la business, tu es excité, tu commences, right? Donc, tu veux juste, you just want to get the job done. Tu comprends? Tu veux juste que ça se règle. Et puis, en même temps, ben, il faut que tu fasses confiance à ces gens-là quand même, qui vont vraiment soumettre ton dossier, puis faire le suivi, te mettre en CC, puis que tu ne paies pas dans le vide non plus aussi, que tu vas vraiment avoir une chance d'être accrédité éventuellement. Ça reprend combien de volume pour pouvoir être accrédité? Est-ce que tu as une idée? Écoute, c'était un nombre de dossiers. À l'époque, c'était, je pense, entre 30 et 50 dossiers, vraiment, que tu n'as pas de problème. Puis après ça, ben, il y a l'accréditation du côté des banques aussi, qu'on pourrait revenir plus tard, parce que tu peux avoir ton accréditation avec certaines banques. Ouais.
Mais il y a des banques qui n'en donnent pas. C'est un environnement assez complexe à naviguer. Hier, j'ai eu une discussion avec un de mes courtiers dans le commercial. Puis on se posait la question, comment ça, on n'a pas de... Il n'y a pas d'autres assureurs que SCHL? Tandis que dans le résidentiel, il y a CGN et Canada Guarantee. C'est une bonne question parce que pour parler beaucoup avec la SCHL, il ne faut pas oublier que la mission première, c'est de créer de l'habitation, créer du logement abordable, entre guillemets, pour la population. Ce n'est pas d'enrichir les entrepreneurs. Ça, qu'on soit d'accord ou non, dans le moment, je pense que les programmes sont restrictifs. Ouais. Pourtant, ils chargent une grosse prime, comme si... Oui, mais on espère que ça va changer parce que si on reste dans un environnement là, capitaliste, tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, construis des logements, mais tu fais pas d'argent. Non, mais en fait, je parle de SCHL qui dit leur objectif, c'est de créer des logements. Et si c'est ton objectif, tu ne veux pas nécessairement faire profiter les entrepreneurs, les promoteurs, les constructeurs, mais enlève ta prime. Si ton objectif global, tu veux être un assureur. La prime, c'est avec ça qu'ils font des sous. Exact. Donc finalement, tout le monde est là pour faire des sous. Mais c'est ça, donc CGN et Guarantee, oui, s'ils rentrent, ils seraient peut-être là pour faire des sous, mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'une compétition. Là, ils ont simplement la monopole, puis c'est le gouvernement. On pourrait parler d'Hydro-Québec aussi. Puis, ouais, on va être assis ici. Welcome to Québec. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, selon toi, qu'est-ce que ça prend pour être un bon courtier hypothécaire? Puis, c'est quoi la différence entre un bon courtier hypothécaire résidentiel et commercial? C'est quoi la différence que tu vois? C'est vraiment un mélange. Parce que, comme je te disais tantôt, comme gestionnaire, j'ai eu la chance d'engager des banquiers d'expérience qui ont été 15 ans dans le commercial avec une banque. Puis être courtier, c'est complètement différent. Premièrement, il faut que tu désapprennes un petit peu tout ce que tu sais de ta banque parce que le marché est différent partout. Et puis, il ne faut pas se mentir, il y a un gros volet vente. Quand tu travailles pour une banque puis tu perds un client, c'est pas la fin du monde. Normalement, ça ne changera pas ta paye si tu fais tes objectifs. Quand tu es courtier, il faut que tu vendes. Fait que je te dirais vraiment, au commercial, il faut avoir une bonne écoute. Il faut savoir poser les bonnes questions. Il faut savoir accrocher le client assez rapidement. Comprendre le client, là. Le client t'appelle, il y a un problème, right? Où il y a des besoins. C'est de les comprendre rapidement puis de proposer une solution rapidement. Parce que même si je disais tantôt que le processus était un peu plus lent commercial, mais beaucoup plus lent, en fait. Oui. Le processus de vente, entre guillemets, il se fait quand même assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde auquel on vit, tu dois répondre hier, tu dois avoir des réponses hier. Donc, c'est comme ça. Fait que vraiment, je te dirais que c'est un mélange entre être quelqu'un qui a des solutions, quelqu'un qui est capable de comprendre vite, de résoudre des problèmes rapidement, quelqu'un qui est un excellent vendeur et quelqu'un qui est un excellent banquier également. Quelqu'un qui a une excellente connaissance des marchés parce que tu dois expliquer, il y a tellement de banques, comme tu dis, au commercial aussi, on a des prêteurs alternatifs, des prêteurs privés. Il y a tellement de possibilités, donc tu dois être en mesure de décortiquer tout ça dans ta tête et puis de le vulgariser à ton client assez rapidement pour ne pas le mélanger. C'est fou quand même. Hein? Je trouve que les courtiers hypothécaires, ceux qui sont bons, qui font ça bien, c'est des superstars, des mégastars parce que quand tu y penses, tu dois être assez extraverti pour être un bon vendeur. Tu dois être assez introverti pour être le nerd, en fait, de connaître tous les produits des banques, de savoir trouver une solution dans les calculs. Donc, tu as besoin d'un mélange de tout pour être un courtier exceptionnel. Ou de t'entourer de personnes complémentaires. Right. Ça aussi, c'est bon. Il y a aussi le volet qu'on ne parle pas assez souvent. Moi, je me rappelle, quand je faisais résidentiel, la banque te paie. Right? Ou dans certains comptes privés, toi, tu es habitué déjà sûrement de dire au client de négocier tes honoraires parce que dans le privé, dans l'alternative, souvent, mais c'est toi qui envoie une facture. Mais au commercial, dans 95% des cas, c'est le client qui va nous payer. Ouais. Donc, comment tu prices ces honoraires? Puis c'est quoi la valeur, la perception de valeur de ton client versus ton offre? Ça, c'est quelque chose qui peut être très long à... Sachant qu'il peut aller directement dans une banque puis avoir... Exactement. Avoir toi, tu dois justifier pourquoi tu me chargerais ça. Écoute, puis les clients, il y a eu des questions difficiles. Donc, il y a une période d'apprentissage là-dedans. Et puis, c'est sûr que tu navigues dans certaines classes de clientèle aussi. Et puis, j'ai pas peur de le dire, la première fois que tu vois un bilan financier personnel avec une valeur nette de 50 millions ou plus, tu bégayes au téléphone, tu te sens un petit peu comme un imposteur. Ouais. Puis, ou la première fois que tu parles d'une commission de 50 ou de 100 000 $, ça arrive. Donc ça, écoute, c'est intimidant au début, puis à un moment donné, tu te rends compte de la valeur vraiment que tu apportes dans un dossier.
et puis que tu n'as plus aucune gêne à aborder ces discussions-là. Ça me fait rappeler de ma première très grande commission. C'était un 40 000. Puis honnêtement, j'avais tellement la trouille de perdre cette opportunité. Et c'est drôle, ça passait comme de l'eau. Le client, il avait confiance en moi, mais il y avait ce stress. Tu sais, dans le résidentiel, quand tu perds un dossier, c'est 3 à 4 000. Dans le commercial, si tu perds un dossier, c'est 40, 50, 60, 100 000. C'est très roller coaster parce que, tu sais, on est dans l'industrie du conseil, dans l'industrie de la vente. Moi, je veux dire, je pense qu'il n'y a rien de... C'est une fierté. On propose des solutions aux clients, puis, tu sais, c'est une discussion, c'est une négociation, c'est sûr. Mais quand tu es convaincu que tu apportes de la valeur à ton client, puis que tu es capable d'expliquer à ton client, voici pourquoi tu me payes, ben c'est fantastique. Je veux dire, tout le monde gagne. Parce qu'à la fin de la journée, puis souvent, j'ai ces conversations-là avec les clients au téléphone. Je dis, moi, la dernière chose que je veux, c'est que quand tu arrives pour me payer au notaire, ben, tu gardes la main serrée sur le chèque, tu comprends? En voulant dire que tu te rappelles plus pourquoi tu as fait affaire avec moi. Fait que ça, j'aime ça le rappeler aux clients, puis je demande ça à mes représentants aussi, de toujours rappeler aux clients, voici pourquoi. Oh, that's great. That's a great strategy. Tu fais affaire avec moi. Parce que, tu sais, dans un processus commercial, la perception de valeur, la perception peut diminuer. Parce qu'à un moment donné, le banquier, il y a le notaire qui va peut-être s'interposer pour, quand on est rendu au notaire à la conclusion du prêt. Donc, je pense que c'est super important d'avoir cette discussion-là avec le client. Bien sûr. Mettons que c'est le notaire du client, puis là, il voit le chèque, il doit donner ça à son courtier hypothécaire pour 100 000, puis un notaire peut dire, hey, en passant, 100 000, tu donnes beaucoup d'argent. Puis des fois, ça fait réfléchir le client. Pourquoi j'ai donné ce montant? Pourquoi je donne autant? Puis, tu sais, pour que le client continue à t'appeler pour dire, you know what, il est fier de donner ces 100 000 $ à toi. C'est important de le rappeler. Je pense que c'est une très belle stratégie. C'est ce qu'on veut parce que le commercial, c'est un très petit monde, right? Puis, tu veux pas un client qui dit « Ah, je me suis fait avoir » quoi que ce soit. Moi, c'est une peur bleue que j'ai, honnêtement. Et puis, dans mon processus au téléphone, souvent, ben, je vais le dire au client, écoute, je sens que tu as un doute, je sens que peut-être, tu veux qu'on repasse, qu'on discute des honoraires, puis qu'on discute du pourquoi, qu'on discute de la valeur qu'on apporte dans le dossier. Parce que moi, la dernière chose que je veux, ben, c'est un client qui n'est pas content du deal, qui dit j'aurais pas dû faire affaire avec cette personne-là. Présentement, j'ai un gros sourire. Parce que la question que je vais te poser là, ça m'excite. Dis-moi, c'est quoi ta plus grande commission que tu as eue de la dernière année ou ta plus grande dans ta carrière? Dans la dernière année, c'est une commission qu'on a partagée. OK. Parce que j'ai travaillé un dossier avec un de mes représentants qui s'appelle William. Salut William. C'est un chèque de 300 000. Oh my, let's go, buddy. Let's go. That's amazing. OK, là, on va parler du vrai travail derrière. Combien de temps ça a pris pour faire 300 000? Parce que là, il y en a qui vont sauter à l'occasion. Ils vont tous devenir coach. Je vais le dire, ce dossier-là, et puis, écoute, si William regarde le podcast, il va pouvoir... On va avoir beaucoup de fun autour d'une bière, probablement, en discutant de ça. Je pense que si c'était à refaire, c'est le genre de dossier peut-être qu'on ne ferait pas. Parce que Pourquoi? Ça a été un gros 8 ou 9 mois de travail. On a perdu un été carrément. Là. On a perdu un été, on était stressé. C'est un multi-res? Non, c'était un prêt privé. Oh, OK. Ouais, un gros prêt. Puis il y avait beaucoup de choses impliquées là-dedans, beaucoup de moving parts. Puis, c'est le genre de choses où le client vient de voir puis il dit regarde, si tu es capable de m'avoir ça, mais moi je te donne ça. Les clients, ils ne pensaient pas qu'on allait livrer, mais on a livré. It's amazing, man. I'm so happy. C'était vraiment fantastique, mais je te dirais vraiment que ça a été... si tu regardes, puis moi, ça va un petit peu inconfortable de lancer des chiffres comme ça, comme 300 000, tout ça. Parce que, bon, on est au Québec, puis des fois, c'est... Faut changer ça. C'est ma vie. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais tu sais, ça peut paraître une grosse somme, mais le travail qu'on a mis là-dedans, puis le fait que, tu sais... tu penses à ça 24 heures par jour, pratiquement. C'est vrai. Imagine, tu perds ce deal. C'est le stress quand on compare à des plus petits montants. Puis, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est pour ceux qui veulent, ils écoutent ça, puis ils disent, you know what, ils vont tous sauter dans le bandwagon puis, pour devenir courtier hypothécaire commercial. Sachez que ça a pris 9 mois. Donc, techniquement, si chacun, ils ont reçu 150 000, c'est 9 mois de travail, c'est le salaire d'une année. Mettons que tu considères seulement sur ce dossier pour vivre. Évidemment, ce n'était pas le cas. Tu avais plein d'autres dossiers. Donc, ça peut être...
Mais moi, je te dirais, puis tu sais, comme je t'ai dit tantôt, je m'en vais plus dans la gestion, mais je vais continuer. Je suis toujours impliqué dans des deals Ouais. quand même. C'est juste que je vais probablement travailler plus conjointement pour avoir plus de temps pour faire ce que j'ai à faire. Mais Man, tu sais, moi, ce qui fait mon succès comme ce qui m'a causé des problèmes, je te dirais, c'est que souvent, je prends un dossier puis tu sais, je veux pas lâcher. Tu sais, je veux toujours aller jusqu'au bout. Ma réputation, c'est hyper important pour moi. Puis quand je dis de quoi à un client, je veux le faire. ouais. Par contre, tu le sais, right, étant dans l'alternatif, dans le privé, tu peux pas, tu peux pas être le département des miracles, toujours non plus. Tu sais. Puis, des fois, quand ça va bien comme ce dossier-là, ben, c'est le fun. Tu sais, c'est un feeling d'accomplissement incroyable quand même. Pas juste pour le côté monétaire, mais juste pour le fait de dire, you know what, we did it. Tu sais, avec le représentant que je te disais tantôt. Mais quand tu pousses un dossier puis tu t'acharnes, puis le dossier prend du temps, puis le dossier va pas nécessairement bien, mais il y a une période d'ajustement parce que tu le sais que quand tu prends un dossier comme ça qui va être difficile à fighter ou à faire approuver, que ça va être long. Ouais. Mais tu peux jamais dire avec certitude long comment. Et puis là, à un moment donné, ben, le client, ou quand il y a des courtiers immobiliers impliqués, ben, la confiance se perd un petit peu, puis ça te met dans une drôle de position. Alors, il y a toujours deux côtés à la médaille Et à ce comment niveau-là. tu gères ce genre de situation? Tu es un pro là-dedans, ça fait 8 ans que tu fais ça, 18 ans en tout. Comment tu gères ce genre de situation où tu dois gérer les attentes? Est-ce que tu t'es... Moi, je peux parler pour moi, rapidement. Moi, je mets les attentes très claires dès le départ. Monsieur le client, ça va être difficile. Si on l'a, ça va être un miracle. Et il faut être 100% avec moi. La communication avec tous les intervenants, Ouais. mettre les cartes sur table au départ. Quelque chose qui est simple, mais qui est dur à faire dans l'industrie, puis moi, je peux me rendre coupable de cette erreur-là des centaines de fois, c'est d'être excité dans le processus de closing, puis de dire au client, « Hey, penses-tu que je peux passer mon attente dans 3 semaines? » Ah, Ouais. il y a peut-être. Ouais. Tu sais, non. Non. Faut mieux gérer les attentes, je pense, dans l'industrie. Je pense que c'est On veut quelque tellement chose. plaire. On veut tellement On plaire. veut tellement plaire, mais c'est tellement important de dire à ton client, écoute, tu sais quoi, au lieu de te dire ce que tu vas entendre, je vais te dire la vérité. Comme ça, ben, on va probablement refaire affaire ensemble. Peux-tu répéter la Puis, phrase au lieu de? au lieu de dire à ton client ce qu'il veut entendre, tu vas lui dire la vérité. Parce que souvent, ben, il y a des délais, tout ça. Et puis d'ailleurs, tu sais, j'ai une présentation qui va donner 2 UFC que je travaille là-dessus justement pour, au niveau commercial, on travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers, right? Ouais. Et puis il y a des courtiers immobiliers qui se spécialisent là-dedans, puis il y en a d'autres qui ont les 2 diplômes. Ouais. Mais souvent, nous, on se fait référer des dossiers, puis on nous demande, ben analyse, c'est quoi le montant de prêt qu'on peut aller chercher pour telle propriété. Ça, Ouais. c'est notre travail Ouais. pour s'assurer ben, qu'on fait gagner du temps aux courtiers et aux clients, Ouais. right? Souvent, sur les fiches, ben, il y a des informations qui sont manquantes. Fait que, tu sais, au lieu de chialer, ben, on a carrément travaillé sur une présentation là-dessus qu'on va aller donner dans des bureaux de courtiers immobiliers. That's amazing. That's a great value. Puis c'est vraiment des choses importantes. Puis, tu sais, je peux pas blâmer les courtiers qui sont plus spécialisés dans le résidentiel quand ils prennent un multilogement. Mais quand tu vois 14 jours sur une PA, et tu sais que la SHL peut prendre entre 2 et 4 mois, mais c'est sûr que tu dois adresser ce problème-là au départ. Parce qu'avant de prendre le dossier, tu dois s'assurer que le vendeur va être correct avec ça aussi. On dirait que c'est une connaissance acquise que tout le monde devrait avoir. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois des 14 jours. Et je le vois souvent, mais en même temps aussi, tu sais, je l'explique aux courtiers, mais d'une façon, tu sais, pas... je veux pas faire la morale à personne. Tu sais, moi, je dis, regarde, moi, je connais plus rien au résidentiel, tu comprends? Je me risquerais même pas, comme je t'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, je te dis juste ça d'une façon super humble. Ouais. Je te rentre pas dedans, puis tu sais, Ouais. j'essaie de le dire avec des gants blancs le plus possible Oui. parce que, écoute, des fois, c'est des sujets qui peuvent être sensibles aussi. C'est jusqu'à 8 logements chez Desjardins, on peut le faire dans le résidentiel. Mais si le client ne qualifie pas au résidentiel, tu devrais augmenter le nombre de jours de financement. C'est des choses que. Des fois, ce qui arrive, c'est que les gens, à cause de ce manque de connaissances, ils ont aussi peur de mentionner ça aux vendeurs parce que là, ça devient plus long. Là. 2 mois, 2, 3 mois, ça devient beaucoup plus long. Oui, mais le problème, puis souvent, c'est une erreur, je pense qu'on a tous faite. Ouais. Tu sais, quand on commence, de ne pas avoir une réponse, puis de dire un peu n'importe quoi, puis de se faire prendre. Ouais. L'important, c'est plus le faire. T'es mieux, puis je dis toujours ça aux représentants qui travaillent avec nous chez Orbis. Écoute, si t'as pas la réponse, regarde, t'es mieux de le dire, puis
Regarde, au pire, you know what, je vais appeler, je vais aller chercher l'information. Puis ça, je pense que les clients apprécient beaucoup plus de dire, puis de toute façon, il y a tellement de changements dans la game, il y a tellement de nouveaux programmes. C'est pas rare qu'un client va m'appeler, je dis, regarde, laisse-moi, tu sais quoi, j'en suis pas convaincu, laisse-moi appeler la SHL, exemple, pour m'assurer, puis de l'avoir par écrit, comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Souvent, les investisseurs, ils ont tellement d'autres préoccupations. Ils te font confiance. Ils savent que même si tu n'as pas la réponse, tu es capable d'avoir la réponse parce que tu as le réseau. Imagine le réseau que tu as versus le client. Qu'est-ce qu'il a? Tu dois recommencer tout le processus avec un autre courtier hypothécaire, poser les mêmes questions. Donc, ils ne vont pas faire la police nécessairement. Tout commence par la confiance. Il y a beaucoup d'argent en jeu aussi avec, on le sait, le gain en capital qui va augmenter. Fait qu'il y a des dossiers qu'on est un petit peu stressé normalement. On espère fortement que ça va pouvoir débourser. Avant de parler de ça, j'aimerais ça qu'on discute un peu de ça. Et j'espère que le podcast va pas sortir dans 4 mois. Non, ça va pas sortir si tard. Je t'ai posé la question, qu'est-ce que ça prend pour être un bon courtier hypothécaire commercial? Right? Donc, tu m'as dit un peu l'écoute, les attentes. C'est des choses qui sont nécessaires pour réussir. C'est sûr qu'il y a un gros côté connaissance, on se cachera pas. Ouais. Je te dirais aussi, ça prend de l'expérience. On en parlait tantôt. Il faut l'avoir fait over and over again parce qu'il y a tellement de différentes sortes de dossiers. Il faut un côté comptable aussi. On travaille avec des états financiers souvent, avec des entreprises. Peu importe. Il faut savoir établir une capacité, exemple, dans un dossier propriétaire occupant où on peut financer jusqu'à 100% de la valeur d'un immeuble. C'est super intéressant. Puis il est quand même relativement méconnu du public. Donc vraiment, ça prend quand même un bon background, un bon package. Ça prend quelqu'un d'assez complet au niveau de ses compétences financières. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment frustré, parce que j'ai toujours été curieux du commercial, mais ça a toujours été la même chose. Chaque fois que chaque fois que j'avais un dossier commercial, chaque fois que je voulais apprendre, c'était, je t'envoie le dossier, OK, on fait ça ensemble, finalement, le gars, il fait tout seul. Parce qu'il n'y a pas nécessairement le temps d'attendre après ma disponibilité pour pouvoir parler avec le client. Les chiffres, il faut qu'ils passent par les explications pourquoi, c'est quoi la RCD, MRB, c'est le ratio de couverture de dette, de tout ça. Donc, j'ai jamais nécessairement appris. Et puis, je suis encore frustré aujourd'hui parce que là, I learned the hard way. Puis finalement, après 7 ans de carrière, I'm fully in dans le commercial après toutes ces années, mais j'aurais pu être beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de style cours pour apprendre le courtier, pour être un courtier hypothécaire commercial. C'est un bon point. Puis, écoute, je me le fais souvent demander aussi parce que, comme tu le sais, on a un volet avec 120 courtiers au résidentiel chez Orbis. Ouais. Et puis, il y a le commercial où on est 21, 22 dans le moment. Fait que c'est sûr que je me fais souvent demander ça, moi aussi. Écoute, Jonathan, je t'envoie un dossier, mais je veux le travailler avec toi. Mais la problématique là-dedans, c'est que c'est pas un dossier. Tu n'auras pas une recette que tu peux appliquer across the board. Tu comprends? Oui, il y a des paramètres de la SHA que tu dois respecter, mais il y a plein de petits détails. Puis il y a aussi une connaissance de chaque banque, exemple, pour un dossier commercial. T'sais, ton CCD va peut-être être à 1,25, ton coefficient de couverture de dette, pour une banque, puis peut-être que tu vas voir stretcher à 1,10 pour un individu qui va être mieux nanti. Fait que ça, tu dois le savoir, mais comment tu peux montrer ça à quelqu'un en un dossier? Ça se fait juste pas. Je pense qu'il devrait peut-être avoir un cours complet sur comment devenir un courtier hypothécaire commercial. Évidemment, les changements il va toujours y avoir des changements au niveau des banques, le ratio de couverture de dette qui va changer d'une banque à l'autre, mais comme la base, et plus que la base, ça peut être appris. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te dirais, écoute, que ça prend un excellent mentor, plus qu'un cours. Tu dois voir, comme on dit dans le domaine, ça te prend du millage. Tu dois voir des dossiers, tu dois voir différentes stratégies, tu dois voir différents profils de clients. Right? Tu dois avoir des clients avec des valeurs nettes, des clients qui ont des problèmes, qui sont dans le trouble, qui ont besoin de refinancer justement pour peut-être remettre la business à flot. Tu dois avoir des clients mieux nantis, tu dois avoir des fiducies, tu dois avoir différents setups. Des fois, il y a des organigrammes. N'oublie pas, là, quand tu as 8, 10, 11 actionnaires, le travail est énorme. Ouais. C'est vraiment, je pense, d'avoir un bon mentor que tu respectes, puis d'apprendre le plus possible. Capable de dire exactement quelle direction prendre. Maintenant, parlons de... Il y a tellement de choses que je veux en parler. Parlons de quand tu rencontres un client. Dans ma tête, dans le passé, c'était que je devais rencontrer cette personne face-to-face pour bâtir cette relation. Parce que c'est un high net worth client. I don't want to miss him. I don't want to lose him. So, je voulais m'assurer que je serre les mains
pour qu'ils puissent apprendre à me connaître, qu'ils viennent voir à mes bureaux. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Donc, je sélectionne qui je veux rencontrer, mais je le fais de temps en temps avec un gros client. Toi, c'est quoi tes procédures? Comment tu fais, Écoute, toi? je reste toujours surpris de voir. Ça dépend vraiment du client, je te dirais. Moi, je suis vraiment de la vieille école. Je suis pas mal plus vieux que toi, comme on disait tantôt. Mais moi, je suis pour rencontrer, mais en même temps, si j'étais à mon bureau, mettons, sur Saint-Laurent, Montréal, puis un client me dit je veux te rencontrer, ben, je perds pratiquement ma journée. Fait qu'à un moment donné, tu dois faire un choix qui tu rencontres quand tu rencontres. Et puis, je reste quand même assez étonné de voir que 90% des clients ne me demandent pas de rencontre. On peut faire un Teams, on peut faire. Puis moi, écoute, comme je te dis, la vieille école, je ne comprends pas nécessairement ça. Mais à quelque part, je me dis, à quelque part, je dois avoir répondu aux besoins. Ouais. Le client est rassuré, il y a un lien de confiance qui s'est établi, soit à cause de la réputation, soit à cause de l'interaction qu'on a eue ou que c'était une référence très solide. Mais c'est très rare que je rencontre des clients. Par contre, quand c'est nécessaire, comme je te l'ai dit tantôt, je m'en vais à Sherbrooke parce que j'ai des gros dossiers là-bas à travailler, puis ça fait 3 fois que j'y vais. Mais les clients sont un petit peu le même genre de clients que moi. Puis la raison pourquoi on a remporté le contrat dans ces dossiers-là, c'est parce que je me suis déplacé. Mais ça, je ne le savais pas au préalable. Ah ouais? Juste le client a fait la demande. Moi, j'ai dit, hey, why not? Pourquoi pas? Puis, comment tu as su que c'est la raison? Est-ce que tu l'as dit? C'est que les clients, je veux dire, c'est un dossier où il y a beaucoup d'actionnaires Ouais. qui vont refinancer un immeuble, quand même, c'est un très gros prêt. Et puis, il y a d'autres business qui vont découler de ça. Mais ils me l'ont dit après. Ils ont dit, écoute, la raison, on adore ta proposition, puis on comprend la valeur que tu peux apporter dans le dossier. Par contre, on va te le dire, on apprécie beaucoup le fait que tu te sois déplacé. Puis ça va être la 3e fois que j'y vais ce soir. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas toujours savoir qu'est-ce qui peut faire la différence entre avoir un contrat ou pas en avoir. Dans ce cas-là, ça semble avoir été le fait que je me suis déplacé. That's great. Puis, le moral dans l'histoire, c'est ça dépend des clients, ça dépend qui tu veux rencontrer. Moi, personnellement, c'est moi qui demande de vouloir rencontrer ce client. Je l'appelle, I feel like I want to get to know you better. J'aimerais ça apprendre à te connaître plus. Je rencontre. Maintenant, parlant de... Il y a un processus aussi, je peux me permettre. Ouais, parce que, tu sais, avant, ou tu sais, étant un petit peu plus vert dans le domaine, mais le client me disait, je veux te rencontrer, j'y allais. Mais la réalité, puis je suis sûr que ça t'est arrivé, souvent, on perdait notre temps. Oui, parce que tu arrives là, puis le client, exemple, il va acheter une maison, puis je veux dire, il y a 5 000 dans le compte. Là, tu dis, ben, tu sais, tu veux pas être. Tu veux pas être rude ou méchant ou quoi que ce soit. Mais c'est comme quelqu'un qui va essayer des autos, mais il ne peut pas se les permettre. C'est un petit peu. C'est une situation qui est un petit peu frustrante pour le vendeur. Puis moi, personnellement, je ferais jamais ça. Aller dans un département où les gens sont à commission, puis juste, non, je fais juste checker. Mais ça, c'est moi encore là. Fait que, je pense que d'avoir un bonne entrevue au téléphone, de dire au client, moi, souvent, je vais dire au client, regarde, envoie-moi les chiffres, right? Je vais te dire ce que je peux faire. Puis après, on va reassess, puis on va voir si on se rencontre. Si le client te demande un rendez-vous en personne avant tout ça, tu reviens sur la base. Je veux voir le projet avant, c'est sûr et certain, parce que sinon, écoute, puis premièrement, je me déplace, j'arrive à une rencontre où je ne suis pas préparé. Moi, j'aime ça être préparé, je veux savoir c'est quoi le projet, de quoi je vais parler. Tu comprends? S'il manque de l'information, je dirais exemple, si c'est un projet de construction, ben écoute, le terrain, es-tu acheté? As-tu du financement? As-tu les démarches avec la ville sont rendues où? Est-ce que tu as ta valeur future après construction? Est-ce que tu as tes revenus, tes dépenses? Sinon, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas juste moi qui perds son temps et le client aussi. Ça, c'est le perfect speech. Tu l'expliques pourquoi ça va être un perte de temps si on se rencontre sans être préparé. Il n'y a personne qui va dire « Oh non, tu prends pour une autre ». Il n'y a personne qui va dire ça parce que ça it makes total sense. Non, mais c'est ça. Puis écoute, même là encore, ça me rend un petit peu mal à l'aise de le dire parce que, tu sais, je veux surtout pas que le message qui soit projeté soit de dire, ben on est important, tout ça. Non, c'est vraiment pas ça. C'est carrément l'inverse. C'est de dire au client, regarde, ton projet, là, il est important pour moi, right? Puis il est important pour toi aussi. Absolument. Écoute, si tu veux qu'on ait une conversation productive, puis que je te donne mon humble opinion sur ton projet, mais ça me prend de l'information. Puis souvent, en immobilier, les gens vont peut-être vouloir aller trop vite. Puis justement, ben, ça donne des rencontres qui ne sont pas productives.
c'est pas nécessairement c'est combien que tu fais, puis c'est quoi ton bureau de crédit, c'est quoi tes dettes, puis boum, je te présente combien tu peux qualifier. Dans le commercial, c'est complètement différent. Donc, c'est plus optimal, puis n'importe qui veut être optimal dans une rencontre, qui ne veut pas nécessairement venir te voir parce que tu es bien sharp. Au commercial, c'est vraiment, on peut plus travailler avec la valeur nette, Ouais. l'expérience des clients aussi. Exact. Parle-moi de, tu sais, la compétition est quand même féroce dans le commercial, c'est-à-dire qu'on est peu. On est peu dans le commercial. Donc, des fois, on peut arriver dans un dossier où il y a un autre compétiteur qui essaie de prendre le même contrat. Ton mindset. Donc, ton mindset, c'est-à-dire, c'est sûr, certain que tu as déjà perdu les dossiers, right? Je pense que tu es dans une bonne position pour dire, you know what, I lost some. Et peut-être parler un peu de ton expérience de why you lost them, and aussi, c'est quoi ton mindset quand tu es en compétition avec un autre? Moi, tu sais, honnêtement, je respecte tous mes compétiteurs. Puis, je suis vraiment pas dans le bashing de banque ou de compétiteurs parce que je pense que ça te rend très faible aux yeux du client. Quand tu dis, exemple, c'est aux gens, non, non, tu sais, non, non, je ne vais pas là-dedans. Et puis, sérieusement, oui, il y a de la compétition. Écoute, j'ai la chance d'avoir, tu sais, oui, c'est sûr que des fois, on va bider sur des dossiers, mais c'est rare que je vais être pris vraiment dans une grosse guerre de compétition parce que, tu sais, ça dépend toujours d'où ta business vient, right? Euh, je veux dire, moi, depuis quelques années, j'ai la chance de travailler avec des boîtes de gestion privées qui m'envoient des clients. Donc, c'est des clients que, tu veux pas, c'est vraiment une référence solide, c'est de la confiance. Fait que, tu sais, mais par contre, pour répondre à ta question, honnêtement, ça m'est-tu déjà arrivé de perdre des dossiers? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est la faute de la compétition? Non, moi, je ne vois pas ça comme ça, c'est de ma faute à moi. Parce que si le client a choisi mon compétiteur ou choisi de faire affaire avec sa banque ou quelqu'un d'autre, ben c'est parce que moi, je n'ai pas fait ma job correctement. Je pense que c'est le même dicton que je dis aux représentants qui viennent me voir. Puis souvent, le client n'était pas correct, il m'a fait perdre mon temps. Non, 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 c'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Il faut que tu sois accountable pour ce que tu fais. Peut-être que tu n'as pas assez écouté le client, tu n'as pas posé les bonnes questions, mais clairement, c'est pas. On ne peut pas voir ça comme ah, le compétiteur m'a volé un client. Non, c'est C'est pas ça. great mindset, man. Puis le monde est petit. À un moment donné, vous vous croisez, puis tu es la personne qui hate tout le temps sur l'autre. À un moment donné, ça va rentrer dans les oreilles de l'autre. Vraiment, you're burning bridges. Ben, il y a une chose, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je me l'ai fait faire, OK, puis j'ai entendu et même eu des preuves de courriel que certains compétiteurs n'ont pas été corrects. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, il faut que tu choisisses tes batailles. Moi, je veux pas d'ennemis là-dedans. Comme tu dis, c'est un petit monde. Une chose, par contre, que je ferais jamais, c'est quand il y a un contrat de courtage de signer. Ça. Il y a une différence entre discuter avec quelqu'un. Tu sais, je t'appelle, je te dis, ah, j'ai parlé à ton compétiteur. T'as-tu un mandat de signer avec lui? T'as-tu un contrat? Oui, forget it. Ça, c'est non négociable parce que là, dans ce moment-là, tu sais, tu peux vraiment brûler des ponts, comme tu dis. Puis, écoute, la dernière chose que tu veux, c'est avoir une réputation que personne, tes compétiteurs, ils te détestent. Là. Le but, c'est, moi, je pense que de la clientèle, il y en a pour tout le monde. Puis, tu n'es pas obligé d'aimer tes compétiteurs, évidemment, ça reste des compétiteurs, mais tu dois les respecter. C'est comme ça que je vois ça. Absolutely, that's a great mindset. Et effectivement, j'ai le même raisonnement, j'ai la même façon de penser. Tu es en tant qu'homme d'affaires, si les femmes nous écoutent, vous aussi, on a cette compétition, on veut battre, on veut surpasser, on veut être le meilleur, on veut être meilleur que tout le monde. Par contre, si tout se fait avec respect, dignité, valeur, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, puis vous pouvez gagner. Peut-être qu'on va pas tout, vous n'allez pas tout gagner, je vais pas tout gagner, mais vous allez gagner assez pour avoir une belle qualité de vie. Il faut le faire de la bonne façon aussi parce que tu sais jamais si un jour tu vas travailler avec un compétiteur. Moi, j'ai des gens pour d'autres bannières qui sont joints à notre cabinet, évidemment. Puis si j'avais une mauvaise réputation dans leur cabinet, ben, probablement qu'ils ne seraient pas venus joindre à nous. Donc, you never know. You're burning bridges, tu coupes des ponts. Parce que mettons que tu parles mal de Jonathan, puis finalement, Teddy t'approche pour rentrer chez Orbis. Jonathan dit, no, this guy, je ne veux pas. Tu viens de péter une opportunité que tu aurais pu avoir. Donc, je fais un exemple comme ça, mais ça peut être dans plein de choses, tu vois. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis, comme tu dis, tu as perdu les dossiers, puis c'est ça ton mindset. On a parlé un peu de qu'est-ce que ça prend pour être un bon courtier commercial. Est-ce que tu as vu des rising stars dans le courtage hypothécaire, puis genre une qualité qu'ils avaient que, damn, c'est exceptionnel? Écoute, je te dirais que j'ai des
des jeunes dans mon équipe. Ouais. Je peux dire, chez Orbis Commercial, dans trentaine, même des fois mi-vingtaine. Ouais. Puis je me dis, wow, c'est surprenant. J'aurais aimé ça être Qu'est-ce qu'ils ont de plus que J'aurais aimé ça être à leur stade, à leur âge. Ouais. Vraiment, là. Écoute, je peux pas dire, c'est des gens qui sont, je te dirais peut-être fearless. Fearless, OK. Tu sais, beau bagage d'expérience aussi, travailler pour des banques, mais vraiment, tu sais, quand quelqu'un a vraiment les deux côtés, comme je disais tantôt, Ouais. le côté advisor, banquier, puis le côté vente, que tu es convaincu dans ce que tu apportes, dans la solution que tu apportes. Ouais. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que si tu n'es pas convaincu que quand tu signes un contrat ou un mandat avec un client, ben, probablement que lui non plus ne le sera pas. Fait que, si vraiment tu es convaincu dans tes capacités à aider quelqu'un, je pense vraiment que ça parle beaucoup. Et puis de voir, moi ça me garde sharp, ça me rend excité pour la business de voir que il y a des gens qui veulent puis qui ont ce mindset-là, je trouve ça fantastique. Fait que, mais je ne veux pas nommer de nom. Bien sûr, bien sûr. Ben, ça donne une bonne idée de qu'est-ce que ça prend. Mais présentement, on arrive vers la fin de notre podcast. J'aimerais ça parler rapidement des choses techniques pour donner le plus de valeur à nos courtiers. Donc, c'est quoi ton processus avec un client? Donc, comment que ça fonctionne de l'appel client jusqu'à chez le notaire? Et en moyenne, ça peut prendre combien de temps? Puis, how does it work? Like, le client t'appelle pour dire, écoute, j'ai été référé par telle personne. Est-ce que tu peux m'aider? Ben, moi, la première chose que je vais regarder, c'est le projet. OK. Right? Je vais regarder, bon, écoute, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite? Si oui, ben, je vais prendre le temps de la lire. Et puis, c'est pas rare qu'on va déceler des choses qu'on aimerait peut-être challenger ou amender. Puis, tu sais, des fois, c'est des choses vraiment... on va toujours dans les détails. Je pense que c'est ça qui fait la différence avec les compétiteurs. Je pense que il y a certaines personnes, des fois, à un moment donné, ils deviennent un petit peu plus complaisants quand ils sont trop occupés. Puis là, ils arrêtent les détails. Mais là, on est quoi, fin mai? Ça peut être aussi c'est une question aussi simple que de dire, ben écoute, pour un multilogement ou même pour un commercial, est-ce que tes baux vont augmenter au mois de juillet? Oui. Ben écoute, je veux tes renouvellements. Plus de revenus, plus de prêts, right? Fait que c'est vraiment de poser les questions au client. Ça va dépendre. Moi normalement, j'aime ça me préparer, savoir, bon, c'est qui le client, je peux avoir de l'information sur lui. Après ça, c'est quoi le projet? Est-ce que c'est un achat, c'est un refinancement? Est-ce que c'est du multi? Est-ce que c'est de la construction? Est-ce que c'est du propriétaire occupant? Est-ce que c'est du semi-commercial? C'est qui les locataires, right? Parce que souvent, on va avoir de l'information incomplète. Mais si tu as un Subway ou, je ne sais pas moi, une SAQ comme locataire ou commercial versus un Québécois que personne ne connaît, ça ne sera pas le même... on ne va pas aborder le dossier de la même façon. Fait que c'est vraiment d'avoir une discussion avec le client sur ses objectifs, right? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et puis, de le faire parler le plus possible, parce que des fois, les clients, ils vont avoir des objections déguisées un petit peu. Puis vraiment, de trouver vraiment c'est quoi le core du problème, right? Puis des fois, tu parles, puis tu te rends compte, le client a été refusé à sa banque. Il y a toujours une raison. Ou des fois, le client, mais c'est vrai, il fait juste magasiner, il veut juste voir. Fait que, c'est une autre question aussi qui est importante à poser. Bon, c'est qui ta banque? C'est quoi tu as sur la table? 2 questions là-dessus. De un, dans quel moment tu vends ta commission? Quand tes frais. Tu vends tes services, okay. C'est-à-dire tu parles de tes frais, combien ça coûte. Et deuxième question, c'est plutôt... En fait, j'ai oublié la deuxième question. Donc, laisse-moi répondre à la première question, s'il vous plaît. Puis comme je te le dis, pour terminer, je vais aller chercher le plus d'informations possible, aller le plus dans les détails, essayer de créer le plus de valeur possible. Ouais. Si c'est, exemple, là, une propriété multilogement, mais je vais voir, bon, est-ce qu'il va y avoir des hausses de revenus? Est-ce qu'il y a des revenus qui ne sont pas exploités? Donc, j'aime ça vraiment connaître la propriété, l'âge des composantes majeures, les locataires sont là depuis combien de temps, des trucs du genre, tu comprends? Et puis, bon, moi, souvent, le processus va se faire, j'aime pas ça dire rapidement, là, mais dès que j'ai l'information complète, dès que je suis confiant dans mon offre, dans la valeur que j'ai, je vais appeler le client. Puis, je vais simplement expliquer au client, OK, voici ton dossier, bon, si je comprends bien, voici ce que tu as, voici ce que, dans le fond, je vais réitérer les besoins. Et puis, je vais dire, voici ma proposition de service de façon verbale au téléphone. Et puis, après ça, j'explique les frais, les honoraires, tout ça. J'explique comment je vois, dans le fond, le projet. J'explique au client idéalement que j'aimerais ça que ce soit des intervenants qu'on connaît chez Orbis qui s'occupent, par exemple, de l'évaluation, puis que ce soit une inspection, quoi que ce soit. Tu veux le plus de contrôle possible. Parce que s'il y a un corps de métier qui ne fait pas un bon travail, ça peut tout faire planter le dossier. C'est amazing. Donc, ensuite de ça, écoute, je vais venir réitérer ce que j'ai dit au client par courriel.
Et puis, je vais toujours avoir un appel à l'action du client, dire, écoute, voici mon offre, voici mes honoraires, les honoraires qui sont déductibles d'impôts, évidemment. C'est une dépense admissible. C'est important de le mentionner. Ouais. Et puis, Vrai, je vais dire au client que, écoute, je suis prêt à procéder j'ai un adjoint exécutif au bureau. Donc, dès que le client dit oui, le contrat part, la liste de documentation requis part. Dans le commercial, on est habitué de demander un dépôt. Right? Un dépôt. Moi, c'est pas quelque chose que je fais at large. Parce que Really? Non, parce que, écoute, je te dirais dans certains dossiers peut-être qui sont ultra difficiles, right? Mais en même temps, écoute, je respecte vraiment ceux qui font ça. Moi, je suis un petit peu plus, je ne vais pas dire gambler, là, mais je crois vraiment que je dois être payé si je livre des résultats. Sinon, je ne serais pas à l'aise à prendre, je sais pas moi, 5 000 un client, puis à pas amener de résultats. Ouais. J'aime mieux dire au client, je ne veux pas prendre ton dossier. Ouais. Je pense pas que ça va être réaliste. C'est mon opinion. Mais... Dans quel cas tu dis, you know what, ça vaut la peine de prendre un dépôt? Comme je dis, c'est très rare. Ouais. À moins que le client vraiment insiste, regarde, je veux que tu essaies. Il y a des clients qui sont super honnêtes. Ils vont dire, je sais que c'est un dossier difficile. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas tout essayer. Je comprends que ton temps a une valeur. Donc, je vais te donner, je sais pas, 5-10 000 pour garder le dossier. Dans ce cas-là, si le client est vraiment d'accord avec ça, oui. Mais sinon, c'est difficile. C'est difficile de faire une bonne impression si tu ne livres pas de résultats. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si pour récapituler un peu ce que tu as dit, tu demandes le projet. Après ça, tu viens avec un courriel pour proposer un peu le problème et la solution, plus c'est quoi tes honoraires. Tu envoies les honoraires par courriel ou tu le dis verbalement? Je fais les deux, comme je te dis. Deux, Tout okay. ce que je dis verbalement, je vais parce que personnellement, j'adore le téléphone. Ouais. Que ce soit pour discuter avec une banque ou un client. Ouais. Des courriels de suivi, évidemment, bon, c'est fantastique, c'est correct, mais il y a des choses par courriel, des fois, qui sont mal interprétées, je trouve. Encore une fois, mon humble opinion. Donc, le temps que ça me prend, composer un courriel, j'aime mieux appeler la banque ou appeler le client. Mais en même temps, les choses par écrit restent, comme on dit, right? Absolument. Donc, c'est important que le client ait une proposition. Puis en même temps, avec l'AMF, tu le sais, moi, chaque conversation que j'ai avec un client, c'est pas enregistré, mais c'est noté. Ouais. Chaque courriel est imprimé, gardé dans le dossier. Donc, on s'assure... Ça, c'est un poste à part, là. Il faut avoir quelqu'un juste pour exactement. Faire ça. Avec donc, on s'assure que tout est documenté comme ça. Ben écoute, là, le client, là, tu veux éviter... Puis c'est très rare que ça arrive, mais tu veux éviter qu'un client dise « tu m'as jamais dit ça ». Ou « tu m'as jamais demandé tel document ». C'est le pire horreur que tu peux avoir. Quand tu n'as pas de preuves, oui. Et, OK, donc, merci pour le processus. Puis après ça, j'imagine que c'est assez simple. Chez le notaire, tu rappelles un peu pourquoi tu payes tes honoraires. Donc, ça devient solidifier un peu votre relation. Et le client, ben, il est heureux de payer les frais. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter? Sinon, je vais passer à la deuxième. Je te dirais, après ça, c'est assez simple. Non, c'est là que le travail commence. Right? Parce que tu dois évidemment... tu sais, comme courtier, c'est important aussi de... Moi, ce que je vois aussi, puis ce que je ne suis pas d'accord, ce que j'entends, le voir, je peux pas dire que je l'ai vu, mais souvent, des gens, exemple, ils travaillent pour une banque X, right? Puis au résidentiel aussi, tu le vois souvent. Et puis, ils sont connus dans la banque X, donc ils vont faire le move, ils vont aller comme courtier, et puis ils vont envoyer 90% de leur dossier à cette banque X-là. Est-ce que c'est correct? Non. Moi, je trouve pas que tu fais ta job comme courtier. Puis ça, on le voit souvent dans l'industrie, right? Donc, tu fais des propositions? Donc, c'est important. Puis, tu sais, avec l'équipe à l'interne, moi, je veux qu'il y ait au moins entre 4 et 5 banques qui soumissionnent sur un dossier. Puis vraiment, parce que comment après tu peux arriver puis être transparent avec ton client puis dire « j'ai vraiment eu la meilleure offre ». Non. C'est important de lui dire « écoute, voici ce que la banque A avait, voici ce que la banque B, voici ce que la banque C ». Donc, encore une fois, ça dépend du besoin des clients. C'est sûr que si tu parles d'un prêt B ou alternatif, il y a moins de joueurs. Mais quand même, prêteur privé aussi, tu dois justifier pourquoi je fais affaire avec un tel prêteur privé. Est-ce que ses frais étaient moindres? Est-ce que son délai d'exécution était plus rapide? Donc, vraiment, c'est important Et puis, c'est important aussi que le client comprenne ce qu'il achète. Que le client comprenne son prêt. Parce que la même propriété, tu vas avoir différents prêts, tu vas avoir différentes garanties, tu vas avoir différents frais, comme tu disais. Il y a plein de conditions connexes que tu dois expliquer au client. Et puis aussi, c'est important de
de dire au client, exemple, est-ce qu'il doit ouvrir un compte de banque. Souvent, dans le propriétaire occupant, les banques vont dire, on va te prêter 100%, mais tu dois tout transférer ton compte bancaire avec nous. Ça, si tu ne dis pas au client, je ne sais pas si tu as déjà transféré ton compte. Ça va être une méchante surprise. Ouais. Mais c'est pas confortable, surtout si tu as beaucoup de transactions d'entreprise. Alors, tu sais, c'est vraiment... Quand je dis que le travail commence, oui, c'est le fun de signer le contrat, tout ça, mais vraiment, tu sais, il a monté un dossier aussi, il y a l'analyse de données. Est-ce que vous faites des suivis pendant que vous travaillez le dossier, d'aviser le client de ce que vous ça, faites? les suivis, tu sais, moi, je crois que c'est nous qui devons s'ajuster au client, puis pas l'inverse. Tu sais, il y a des clients là, avec la SHL que ça peut prendre peut-être 2 mois sans avoir de nouvelles. Le client, il comprend. Tu comprends? Mais il y a d'autres clients que tu lui dis, mais il va vouloir que tu fasses un suivi aux semaines quand même. Tu comprends? Mais c'est à nous de s'ajuster pour ça, puis ça, on essaie de le faire le plus possible. Parce que même si c'est la même chose, ben, ton dossier est toujours à la SHL. J'ai pas encore de nouvelles, mais si le client a besoin de ça, ben, Ouais. de rassurance, oui. Absolument. Great advice. But once again, Jonathan, merci. Pour terminer, j'aimerais ça poser des questions sur les autres types d'investissements, les autres types de financement et aussi investissement. On mélange les deux. Parce que des fois, je rencontre des investisseurs puis je pose cette question. Donc, je vais te nommer des types d'investissements. Donc, rajoute le financement là-dedans et dis-moi qu'est-ce que tu en penses, oui ou non, si ça t'intéresse ou c'est quelque chose qui te plaît moins. Okay? Par exemple, je te dis flip, investissement dans le multilogement flip, par exemple. Est-ce que ce genre de dossier t'intéresse? C'est quoi ton input là-dedans? On va commencer par le flip. Je te dirais flip, c'est vague. Flip comment? Flip, optimisation. Optimisation, on rentre là-dedans. Optimisation, oui, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Ouais. Mais ça doit être bien fait. Les règlements ont changé beaucoup. La SCHL, maintenant, ne rembourse plus de prêts privés lorsqu'il est question de improvement ou de construction ou d'amélioration. Ouais. Donc, c'est important de dire à un client, si tu prends un prêt privé pour améliorer un building, un coup que tu es sorti de ton prêt privé, tu devras être 24 mois avec une banque ou une institution financière que la SCHL reconnaît. Alors ça change beaucoup la game. Tu démystifier un peu les prêteurs privés accrédités qui deviennent... Les prêteurs privés accrédités, c'est juste... Ils ne vont pas rembourser de prêt privé tout court. Ça n'a rien à voir que le prêteur privé soit accrédité. C'est un prêteur privé et puis qui te prête de l'argent pour que tu optimises un building. Il va falloir que tu refasses un prêt conventionnel pour 24 mois. Ou un bridge, ou peu importe, avec une institution, que ce soit... Ça peut être un prêteur B aussi, mais ça ne peut pas être un privé. Mais le prêteur B doit être accrédité. Il y en a qui ne le sont pas. Excellent. Merci pour l'input. Non, pas les multilogements. On peut mettre optimisation dans le multilogement. Tu as donné la réponse. Le pur commercial. Oui. Oui. Et c'est quelque chose qui est super intéressant, surtout dans les plus gros types de dossiers. Puis un volet que j'adore, c'est vraiment le propriétaire occupant. Propriétaire d'entreprise, c'est qui loue, qui cherche une bâtisse, ça, c'est des projets vraiment le fun. 50% loué, 50% occupé, 100% de exactement. Normalement, la règle, c'est 50% ou plus. Il y a des banques qui vont aller à 30, dépendamment. Là, mais c'est vraiment quand la capacité est là, je trouve que c'est un produit fantastique. Tu peux même y aller avec un moratoire entre 12 et 24 mois où le client, tu vas lui financer 100% des travaux. Même chose en construction pour du propriétaire occupant en passant. Donc, tu vas pouvoir lui prêter 100% de son coût, right? Plus un moratoire de 12 mois intérêt seulement pour quelqu'un que, tu sais, des gens peut-être qui vont dire que ça ne fait pas de sens, mais ça dépend des besoins du client. Si ton client, il veut vraiment investir dans sa business, puis que le fait, exemple, d'être propriétaire d'une bâtisse plus grande qui fait en sorte qu'il peut prendre l'expansion, mais ça, je trouve vraiment que c'est des projets stimulants. L'industriel? Qui s'en vont de l'industriel? L'industriel, écoute, oui, 100%. Les banques adorent ça, mais on s'entend, il n'y en a pas une tonne au Québec là, dans le moment. Là. Parce que, bon, écoute, ça vaut de l'or, tout simplement. Et les terrains? Les terrains, oui. Personnellement, par contre, comme je disais tantôt, puis même avant la transition plus vers la gestion, les terrains, c'est toujours été des choses que j'ai aimé travailler avec des gens plus spécialisés que moi. Ça, je te le dis humblement, mais j'ai des gens dans mon équipe, j'ai été en mesure de m'entourer de gens qui étaient meilleurs que moi. Parce que la construction, les déboursés progressifs, les consultants en coût, toutes ces choses-là, tu peux créer énormément de valeur là-dedans, right, avec ton client. Puis je pense ça prend de l'expérience. La construction, moi, je suis un gros fan de gens qui sont spécialisés là-dedans. Pas que je peux pas les faire, mais oui, je comprends je pense que le client est mieux servi.
donner ça à d'autres personnes qui se spécialisent là-dedans, c'est toujours la meilleure chose à faire. Tu viens aider le client, en fait, le client va être content, puis tu vas revoir la business éventuellement. Pour finir, Jonathan, une question que j'aime toujours poser, si on devait recommencer, on rentre dans une machine à retourner dans le temps, on rencontre le jeune Jonathan avec toute l'expérience, l'expertise, le mindset que tu as, et que tu devais donner quelques conseils à lui, pour que cette personne-là puisse exceller dans le courtage, bien sûr, dans ce domaine, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Écoute, avec ce que je suis aujourd'hui, je ne prendrais pas mon échec de professionnel du hockey parce que c'est un échec. Peut-être aussi dur. Je pense qu'on s'en parlait tantôt off-camera que quand tu atteins un certain niveau de succès dans la vie, peut-être ça t'est retiré, puis tu n'es pas mature, ben souvent tu vas pas avoir le bon mindset. Tu vas plus être un hater puis dire pourquoi telle personne a réussi, puis ça n'attire rien de bon. Fait que je te dirais que le sooner in life que tu te cheers pour les autres puis tu es capable de dire écoute, ce gars-là, je lui souhaite du bien, j'aime ce qu'il fait, puis que ça vient de la bonne place, puis que tu souhaites du succès aux autres, mais je pense que le succès te revient en retour. C'est un peu philosophique, mais j'adore le conseil. J'ai tellement oublié d'en parler parce qu'on a eu une très belle conversation avant qu'on tourne. Effectivement, j'aime bien où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui. Après toutes ces années, tu dis, you know what, cheering up to people, c'est élever les gens, ça revient à la fin de la journée, puis tu te sens bien, les autres se sentent bien également. C'est tellement cliché, puis probablement rarement vrai, mais je te l'ai dit tantôt, moi, ton événement que tu as fait, je trouve ça incroyable qu'un jeune homme comme toi ait mis des gens de qualité comme ça. Le travail, tu parlais que tu avais eu 3-4 cheveux gris, tes premiers d'ailleurs. Mais écoute, je trouve ça incroyable, je te félicite. Merci. J'ai pas pu participer, mais je vais tout faire pour être là la prochaine. Mais comme je t'ai dit, vraiment, ça vient de la bonne place. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, regarde, you know what, je te connais pas, whatever, on va peut-être être compétiteur un jour, mais je peux pas t'enlever ce que tu fais de bien. Puis ça, ben écoute, je te souhaite juste le meilleur dans le futur de tes podcasts puis dans ta future carrière. J'apprécie, brother. Puis dernière question avant qu'on termine. Oui. 2 questions. As-tu un livre à nous recommander? Es-tu quelqu'un qui lit? As-tu un livre que tu recommandes à tout le monde? Écoute, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, j'adore les audiobooks dans le trafic. Ouais. Oh yeah, ok, perfect. Il y a un livre que j'ai bien aimé, c'est Never Split the Difference de Chris Voss. Never heard of it. Ça se trouve être la personne qui a mis en place les processus de négociation de prise d'otage avec l'FBI. C'est vraiment sharp. OK. J'ai vu... c'est parce que ce qu'on fait toute la journée, pas juste dans notre travail, je veux dire, dans notre vie en général. Biggest takeaway from that book? Écoute, de se préparer. Vraiment, la préparation tu sais, quand tu te lances dans une négociation, vraiment, il faut que tu vois les objections qui vont venir. Puis, c'est une game qui est normale. Il faut voir ça un petit peu comme un jeu. Il faut être préparé pour ça. Tu ne veux pas te faire prendre par une question au téléphone puis bégayer. Mais au même type que tu ne veux pas te faire prendre avec une question sur ton travail, une question technique, puis tu ne connais pas la réponse, tu m'as bégayer, tu comprends. Fait vraiment de ne pas négliger ça. Puis, tu sais, dans notre travail, souvent, on est occupé, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'appels qui rentrent. Il ne faut pas oublier ça parce que, tu sais, plus qu'on a du volume, plus qu'on est occupé, tu sais, des fois, on a tendance peut-être à mettre ça un petit peu de côté puis prendre des appels. Puis c'est pas une bonne chose. Amazing. Merci pour le conseil, Jonathan. Et dernier conseil, j'aime ça. Je viens tout juste de mettre ça en place dans les nouveaux podcasts. J'aimerais ça que tu poses une question au prochain invité qui va probablement être un courtier hypothécaire ou courtier immobilier. Je ne sais pas trop, mais ça va être dans le domaine. Il y a une question que lui va répondre, que tu vas pouvoir peut-être adhérer au podcast pour pouvoir entendre la réponse. Moi, je veux savoir, puis honnêtement, une chose que je n'ai pas parlé, puis je vais le faire rapidement, c'est que j'ai vraiment, dans le fond, posé des questions à mes clients, à des gens comme dans l'industrie, des gens comme toi, des gens comme mes compétiteurs. C'est juste d'aller voir un client et dire écoute, j'aimerais savoir comment tu t'es rendu là. Je veux t'amener luncher. Ça m'a apporté tellement d'informations que je peux redonner qui, à la fin de la journée, m'a fait faire beaucoup d'argent dans ma business à moi. Fait que dans le fond, moi, je suis un gros fan de succès, de voir c'est quoi ta méthode, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui. Right? Parce qu'il n'y a personne qui est pareil. Il y en a qui faut que ça ait du marketing en ligne. Il y en a que ça va être des cold calls. Il y en a que ça va être des affiches. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené le plus de succès dans ce que tu fais. C'est ça ma question. Amazing. Donc, ça va être notre prochain invité. Jonathan, merci encore. Ça a été un great podcast, une très belle conversation. Merci. Puis j'aimerais ça t'avoir une autre fois. Ça, c'est clair, dans quelques mois, peut-être un ou 2 ans. Anytime. J'apprécie. Merci.